Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait très beau et il commence à faire chaud. Alors aujourd'hui, vous l'avez peut-être reconnu, j'avais envie de vous faire partager un livre qui me bouleversifie, me met les pieds au plafond, la tête en l'air, d'Alexandre Jardin. Excusez-moi, il y a des racines qui me dérangent, j'ai pas pu les arracher. D'Alexandre Jardin, célèbre écrivain. Et évidemment, je vais dédier cette vidéo. Je dis évidemment, comme si vous étiez tous au courant de ma vie personnelle, intime, de toutes mes amitiés. Non, mes belles amitiés, je les garde secrètes. C'est le meilleur moyen pour qu'elles durent aussi longtemps, parce qu'on a envie de les garder longtemps. Donc je dédie cette vidéo à Violetta, qui m'a fait quand même en partie découvrir cet écrivain que je connaissais déjà, mais que j'avais pas pris le temps de relire et d'approfondir un peu plus. Donc voilà, je vais vous lire des extraits du livre Le Zubial. Alors je vous ferai plusieurs petits extraits parce que quelquefois on a envie de pleurer, quelquefois on est choqué dans ce livre, quelquefois on rit beaucoup, c'est dramatiquement drôle, c'est dramatiquement vrai, mais en tout cas c'est très touchant. Alors c'est son père Pascal, je suis désolée. Fils de l'écrivain Pascal Jardin, Alexandre Jardin est né en 1965 à Neuilly-sur-Seine. Alors il est né en 65, qui est une excellente année. Ce n'est pas mon amie Violetta qui va me contredire, c'est un très bon cru. Et mon ami Gérard Barbier est né aussi cette année-là, donc quand même, c'est une sacrée année, 65. Après un diplôme obtenu à l'Institut des études politiques de Paris, il publie en 1986 Bille en tête, qui obtient le prix du premier roman et remporte un grand succès. En 1988, il se marie et publie la même année Le Zèbre, qui reçoit le prix Femina et qu'il portera à l'écran. Alexandre Jardin écrit par ailleurs pour le cinéma et collabore à la presse. Il a tenu une chronique littéraire sur Canal+ de septembre 87 à juin 88. Il a poursuivi son œuvre romanesque avec Le Petit Sauvage et L'île des Gauchers. J'ai tous ces livres à la maison. J'en ai amené quelques-uns, mais bon, je ne peux pas amener tous les livres avec moi. C'est pas possible. Le jour où mon père est mort, le 30 juillet 1980, la réalité a cessé de me passionner. J'avais 15 ans, je m'en remets à peine. Pour moi, il a été tour à tour mon clown, Hamlet, D'Artagnan, Mickey et mon trapéziste préféré. Mais il fut surtout l'homme le plus vivant que j'ai connu. Pascal Jardin, dit le Zubial par ses enfants, n'accepta jamais de se laisser gouverner par ses peurs. Le Zubial avait le talent de vivre l'invivable, comme si chaque instant devait être le dernier. L'improbable était son ordinaire, le contradictoire son domaine. S'ennuyait-il au cours d'un dîner? Il le déclarait aussitôt et quittait la table en baisant la main de la maîtresse de maison. Désirait-il une femme mariée? Il ne craignait pas d'en faire part à son époux en public et d'escalader la façade du domicile conjugal le soir même pour tenter de l'enlever. S'il écrivit des romans et plus de 100 films, cet homme dramatiquement libre fut avant tout un amant. Son véritable métier était d'aimer les femmes, et la sienne en particulier. Ce livre n'est pas un recueil de souvenirs, mais un livre de retrouvailles.
Le Zubial est l'homme que j'ai le plus aimé. Il m'a légué une certaine idée de l'amour, tant de rêves et de questions immenses que parfois il m'arrive de me prendre pour un héritier. Alexandre Jardin. Alors je ne vous cache pas qu'il écrit divinement bien. Il a sa place sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube que nous partageons, c'est juste un outil, c'est tout. Et je dirais que cet homme, de ce que j'ai ressenti au travers ses écrits, de ce que j'ai reçu comme information aussi de mes lumineux, parce qu'évidemment, je suis très curieuse et j'avais envie de me connecter quand j'aime quelque chose. Vous savez que j'adore. Et je ne suis pas dans la tiédeur. Eh ben, je triche un peu avec mes petites antennes, donc je pense que c'est une personne, et je ressens, et j'ai reçu comme information une personne extrêmement sensible. Forcément, c'est un écrivain, un auteur. Et évidemment qu'il a souffert de la séparation avec cet homme, son père. Il écrit voilà des mots divinement beaux, divinement bien, comme il l'a dit, dramatiquement merveilleux. Alors ce qui peut être compliqué, par exemple quand on est d'origine étrangère, j'ai déjà expliqué ça dans les vidéos, c'est que quand on est d'origine étrangère, certaines tournures de langue française sont incompréhensibles pour les personnes qui lisent le français ou qui écoutent parler les français. Parce que par exemple, cet écrivain illustre ce que j'essaye de vous dire depuis des semaines. Quand on dit par exemple dans les affirmations positives, c'est dramatiquement beau, dramatiquement, merveilleusement beau, bah c'est un peu compliqué à comprendre, hein, d'accord ? Allez, on y va pour la lecture. Alors, je vous en ferai plusieurs. Je vais mettre un petit coup de crayon, excusez-moi, parce qu'après, je ne sais plus ce que je vous ai lu. Hein. Bon, je ne sais pas où est mon crayon, je le trouverai après. Peut-on vivre sans joie? Au lendemain de sa mort, je découvre que la réalité privée de sa fantaisie est pour moi une punition. À 15 ans, le malheur d'exister me gagne. Brutalement, Verdelot se dépeuple de ses rires effrénés, de ses maîtresses somptueuses, de ses animaux de cirque, de ses inventions et de la folle gaieté qu'il imprimait sur tous lorsque nous faisions la cuisine en imaginant des procédés d'alchimistes ou quand nous sondions les murs de la maison pour mettre la main sur un trésor. La dernière fois que j'ai vu Claude sauter à Verdelot, du vivant du Zubial, il était au fond d'un trou gigantesque dans la cour, une pioche à la main, en train de creuser avec ardeur, excité par les propos véhéments de mon père. Vêtu d'un peignoir et d'une peau de chat, papa s'agitait autour de la fosse, l'exhortait à ne pas mollir, en lui jurant que c'était bien là que les prieurs de l'abbaye avaient enterré le produit de 5 siècles de dîmes. Et Claude piochait. Les mains constellées d'ampoules. Il s'activait, entrait dans la danse du Zubial, participait à sa jubilation. Non loin, devant la cuisine, 2 ex-amants de ma mère faisaient rôtir des pilons d'autruche sous les yeux éberlués de mes copains de classe. Mais de quoi était-elle faite, cette joie effarante, zubialesque, qui ensorcelait tout le monde? Cette marée qui submergeait les plus chagrins, emportait les mélancoliques de tout poil et faisait se déboutonner les grands timides. Sa présence avait le pouvoir d'éveiller en chacun le goût de l'extravagant et de la fête.
décidions-nous de visiter les châteaux de la Loire. Il louait 3 montgolfières et autant de porte-voix de plateaux de cinéma pour communiquer dans le ciel. Dès le lendemain, nous décollions de Chenonceau, le temps de réunir le matériel qui se révélerait inutile lors de notre périple. Des lampes de spéléologue, une tenue d'aéronaute digne de Saint-Exupéry qu'il s'attribua, des oreilles de Mickey pour les enfants, une tente anglaise du dernier chic au cas où il nous faudrait bivouaquer dans la savane tourangelle, quelques armes pour défendre les femmes de l'expédition, des vivres en abondance, quelques citrons afin de ne pas souffrir du scorbut si nous restions bloqués dans les airs par des courants ascendants, 5 longues vues, 2 pigeons voyageurs pour communiquer notre position d'atterrissage. 2. Car faire transhumer un couple lui semblait plus émouvant. Et puis, une grande quantité d'oreillers, de peaux de bique, histoire de lutter contre les grands froids et des mitaines d'épaisseur variable. C'est ainsi que nous appareillâmes un samedi matin en compagnie d'un couple d'acteurs excessivement célèbres, du plombier de Verdelot qui nous tiendrait lieu de machiniste, d'un écrivain chauve également dialoguiste, d'une amie peintre chargée de rapporter de notre Odyssée quelques croquis et de quelques enfants dont moi. Le metteur en scène, Philippe de Broca, grand aéronaute, s'était également joint à notre équipée. Il monta dans sa propre nacelle. Ma mère et les maîtresses du Zubial n'avaient pas été jugées aptes au voyage, au cas où nous tomberions dans le jardin d'une très jolie femme. L'éternel amoureux entendait se réserver toute latitude. Je m'étais installée dans la montgolfière du Zubial, rebaptisée le Nautilus pour la circonstance. Papa donnait du bonbon à notre pilote, un Angevin qui refusa de porter le casque en cuir qu'il lui présenta. Le Zubial savait fort bien que toute cette agitation ne rendrait pas les châteaux de la Loire plus féeriques, mais il tenait à ce que chaque instant, chaque situation fût célébrée et vécue comme une occasion exceptionnelle d'exister. Nous survolâmes des forêts où copulaient des cervidés, des vergers abondants, un mariage plein d'innocence, d'innombrables gentilhommières entourées de houles, de vignes soignées, du bonheur étalé sous nos pieds. Tout en goûtant un cigare, le Zubial m'expliquait que ce que nous voyions était la France, la vraie, celle dont nous parlions la langue formée pour exprimer la joie de participer au monde sensible. Au passage, il érupta contre le goût du malheur qui détériorait nos contemporains, vitupéra contre lui-même et déclara que nous autres, les Français, étions faits pour lutiner les femmes et non payer des impôts. Les 3 nacelles flottaient parmi les nuages depuis quelques heures, ponctués de commentaires du Zubial criés aux autres ballons à l'aide de son porte-voix, quand il aperçut un admirable petit château en pierre blanche. Dans un parc, à la française, jouaient 7 jeunes filles, toutes rousses, que de Broca identifia à la longue vue comme des sœurs. Nos propos étaient évidemment entendus de tous, les terriens, puisque de ballon en ballon, nous communiquions avec ces hurloirs à piles. L'excitation était à son comble. Nous décidâmes de regagner la terre ferme. Mais quand le ballon amiral fut sur le point de toucher le sol, sous les fenêtres du château, le Zubial actionna les manettes et nous reprîmes de l'altitude au prétexte que, vu de près, les créatures étaient ingrates. La vérité
qu'il me confia plus tard était que ces jolies filles resteraient des songes, des aventures immatérielles, matière à exciter nos rêveries, à le consoler des femmes réelles, à écrire. Ce jour-là, chaque fois qu'il fut question de se poser, le Zubial s'y refusa in extremis, arguant de fausses raisons. Je crois que le survol de ces demeures remplies de femmes intouchables l'enchantait plus que tout. À la longue vue, il examinait ses amantes, qui ne le chagrineraient jamais, ses épouses fidèles en son esprit, ses histoires en jachère qu'il pourrait raconter ensuite sans avoir pris la peine de les déflorer. C'est d'ailleurs ce qui arriva. Nous rentrâmes le soir même, sans que notre matériel de survie eût même été déballé, sans avoir fréquenté personne d'autre que les oiseaux. À peine eut-il foulé le sol que le Zubial commença à concevoir les récits merveilleux que nous pourrions tirer de cette absence d'aventure. Les 7 rousses devinrent les 14 fesses. Nous étions ivres de leur corps généreux, naturellement et tutti quanti. Par la suite, plus il fabula sur ce périple en ma présence, plus nous resserrâmes notre connivence. J'en rajoutais parfois une pincée de mon cru. Je crois même que la plus jeune de ces 7 rousses devint un temps mon premier amour. Notre voyage en ballon entra dans notre légende personnelle, devint mieux qu'exact, enfin réel, car paré de tous les attributs qui le rendaient digne de l'être. D'ailleurs, parfois, il m'arrive encore de songer aux 14 fesses avec nostalgie. La joie communicative qui émanait du Zubial était faite d'un étrange parfum d'irréalité, lequel tenait à sa façon de tout revisiter à l'aune de ses fantasmes et à son goût pour les situations invraisemblables. Mais il ne mentait que pour dire sa vérité, rarement par intérêt, jamais pour se cacher. Cependant, et ce n'était pas là le dernier de ces paradoxes, mon père fut l'une des personnes les plus incarnées que je connaisse. Ses sens exigeants qu'il tenait de sa mère l'attachaient à la réalité, lestaient son naturel rêveur. Les appétences multiples qui le tenaillaient firent de lui un excellent cuisinier, un danseur invétéré, un ébéniste prolifique et un masseur hors pair. Peu d'intellectuels ont autant existé par leur corps. Faire la bouffe avec le Zubial me réjouissait. À Verdelot, il avait construit, avec l'aide des amants de ma mère, une cuisine immense où s'entassaient toutes sortes d'appareils fabriqués à sa demande par des artisans complices. Des machines à vapeur en bambou, des cuiseurs d'œufs en pierre ponce, des fours à sel, des tournebroches pour grenouilles, des broyeurs de tomates qui séparaient la pulpe et les pépins, une batterie d'ustensiles propres à cuire, à l'étouffer des mets les plus improbables, des séchoirs en batterie destinés à lyophiliser nos légumes, des hydrateurs de fruits, les couteaux les plus biscornus, des tranchoirs de toute taille, un alambic qui lui servait à faire de l'alcool de groseille, de poireaux, de feuilles d'impôt, etc. Cette dernière décoction alcoolisée, à base de marinade de rappel du fisc, l'enchantait particulièrement. L'ensemble était accroché au plafond à des poulies dont les fils formaient une vaste toile d'araignée. Que l'on se figure un laboratoire culinaire où s'activait ce passionné d'alimentation qui ne cuisinait que pour séduire les autres et lui-même, car dans ce rôle de cuistot alchimiste, le Zubial se plaisait énormément. Ma sœur, mes frères et moi occupions les fonctions de marmitons.
va laisser passer l'hélicoptère de secours. Alors, ces invités prenaient place en bout de table, exécutaient les menus travaux. J'ai toujours vu à cette place quelques-uns de ces metteurs en scène occupés à épépiner des groseilles ou écaillant les grosses carpes qu'allait pêcher Janine, notre femme de ménage, qui déplorait les pratiques de mon père. « Non, monsieur Jardin, un rôti de veau, ça se cuit dans un four !» Le plus étrange dans tout cela était que la cuisine du Zubial était excellente. Il tenait de sa mère un goût très sûr, mûri par une longue fréquentation des grands restaurants et servi par un palais étonnant, une sorte de radar à saveur qui guidait ses gestes imprudents. Un jour, le Zubial avait reçu un bout de crocodile marin, en provenance des îles Marquises, une grande queue qu'il ne savait comment cuisiner. C'était Jacques Brel qui la lui avait envoyé, accompagné d'un mot elliptique. Tout se mange, Jacques. 2 heures durant, nous téléphonâmes à quelques sommités de la bectance pour être éclairés par leur savoir, qui, en l'espèce, se révéla nul. Aucun chef ne savait au juste comment traiter l'admirable queue du poète. Fallait-il la plonger dans l'eau bouillante, la frire, la découper en filets, servir le crocodile avec une sauce batave dite hollandaise? Ces instants où la marche à suivre était inconnue de tous avaient le pouvoir de ravir le Zubial. Il lui semblait alors qu'il était dans son eau. Ne l'intéressait au fond que les circonstances où existait échappaient aux règles. Mais dans le doute, nous décidâmes de congeler l'énorme bout de viande poissonneuse. Puis Brel mourut, et jamais le Zubial n'osa manger la queue. Chaque fois que nous ouvrions le congélateur, il nous semblait que nous possédions un bout de la chair du poète, qui gisait dans ce sarcophage glacial. À plusieurs reprises, ma mère voulut s'en séparer, au prétexte que cette viande sanguinolente était désormais impropre à la consommation. Le Zubial assonnait invariablement que, si les mammouths étaient parvenus jusqu'à nous dans les glaces sibériennes, ce crocodile marquisien pouvait fort bien patienter encore quelques années. Puis mon père mourut, lui aussi. Quand je revins pour la première fois à Verdelot, le spectacle de sa cuisine me fendit le cœur. Qui donc pourrait encore animer ce lieu surréaliste? À qui serviraient ces appareils à expérimentation culinaire? Alors, comme pour vaincre ce chagrin de mes 15 ans, je résolus de les employer une dernière fois pour cuisiner la queue de Brel. Une matinée durant, nous avons joué, mes frères et moi, à concocter un ragoût de crocodile. Entre rire et larmes, nous fîmes fonctionner cette machinerie absurde et, quand tout fut prêt, c'est notre mère qui découpa le reptile marin. La place du Zubial était vide. Même la queue caoutchouteuse avait le goût terrible de son absence. Mais personne n'osa dire que c'était infect. Chacun mastiqua sa part jusqu'à la dernière bouchée. Tout le monde fut malade. Je faillis y passer à mon tour, tant la chair du poète se révéla toxique. Mais que ne ferait-on pas pour que se perpétuent les liens qui nous font exister? « 17 ans après sa disparition, que me reste-t-il du Zubial? Un seul objet,
une raquette un peu particulière qu'il fabriqua lui-même, taillée dans une branche de pommier qui forme un cercle irrégulier. Le tamis en nylon qu'il improvisa a de ces vagues qui en rendent l'usage incertain. Ce cadeau étrange à son image, le Zubial me l'offrit pour l'anniversaire de mes 7 ans, accompagné d'une carte de visite sur laquelle il avait écrit au dos « Raquette pour idée folle. Papa ». Craignait-il que l'âge de raison ne fût fatal à mes goûts trop personnels, à mes rêves qu'il avait tant contribué à former? Cette raquette était tout son legs, tout ce qu'il jugeait nécessaire à mon passage sur terre, un instrument propre à faire rebondir de travers les idées qu'on me lancerait, une raquette destinée à me faire perdre le contrôle de mes coups trop volontaires, une invitation à suivre des directions imprévues. Aujourd'hui, que je suis devenu un animal réglé par le quotidien, entravé par la crainte d'être totalement moi-même, je regarde cette raquette pour idée folle comme un programme dont l'ambition m'effraie. Comment n'eut-il pas lui-même la trouille d'être ce qu'il osait être? Comment parvint-il à ne jamais se borner? Imaginez que vous êtes lui. Imaginez que vous vous donnez soudain le droit d'être furieusement heureux. Oui. Imaginez une seconde que vous n'êtes plus l'otage de vos peurs, que vous acceptez les vertiges de vos contradictions. Imaginez que vos désirs gouvernent désormais votre existence, que vous avez réappris à jouer, ou vous coulez dans l'instant présent. Imaginez que vous savez tout à coup être léger sans jamais être frivole. Imaginez que vous êtes résolument libre, que vous avez rompu avec le rôle asphyxiant que vous croyez devoir vous imposer en société. Vous avez quitté toute crainte d'être jugé. Imaginez que votre besoin de faire vivre tous les personnages imprévisibles qui sommeillent en vous soit enfin à l'ordre du jour. Imaginez que votre capacité d'émerveillement soit intacte, qu'un appétit tout neuf, virulent, éveille en vous 1000 désirs engourdis et autant d'espérances inassouvies. Imaginez que vous allez devenir assez sage pour être enfin imprudent. Imaginez que la traversée de vos gouffres ne vous inspire plus que de la joie. C'était tout cela être le Zubial. Comment réussit-il à tenir 46 ans? Alors voilà ce genre d'extrait, de lecture qui m'a... moi, ça m'a vraiment... Même là encore, vous voyez, quand je relis l'extrait, là, je vous en lirai d'autres, évidemment, de ce livre que j'aime vraiment beaucoup, que je vous invite à lire d'ailleurs, cet auteur. Déjà, dans cet extrait, vous prenez conscience de son style d'écriture qui est vraiment connecté, qui est vraiment... Il n'y a pas de mots, c'est au-dessus de tout. C'est au-delà encore, hein. On est encore au-delà. Hein. Donc, quand je vous dis qu'il avait sa place sur sa chaîne, sur la chaîne, sa chaîne. Non, c'est notre chaîne, c'est la sienne aussi. Et j'aimerais bien voir vos commentaires suite à tous ces questionnements. Imaginez que vous êtes lui, imaginez que vous êtes libre et que vous ayez soudain le droit, vous vous accordiez le droit d'être furieusement heureux, pas heureux à moitié, pas heureux un petit peu, pas heureux de temps en temps, pas heureux à temps partiel, mais heureux tout le temps.
Voilà. Je vous laisse sur cet instant de lecture. J'espère que vous serez aussi bouleversifiés que moi. Et que je vais lire vos commentaires. Je vais voir vos pouces bleus. Si on continue avec le Zubial, qui est quand même un sacré personnage. Il y a des passages dans le livre. Bon là, je pense que j'ai choisi celui que j'ai préféré de tous, hein, le coup du crocodile, la queue de Jacques Brel. Je suis désolée, il y a plein d'insectes, hein, ça y est, ça se lève là. La queue de Brel, non, c'était obligé que je commence par là avec Alexandre Jardin. Alors Alexandre, c'est le prénom que j'ai choisi pour mon premier enfant. C'est ma grand-mère qui a choisi ce prénom, qui est le prénom aussi de mon arrière-grand-père qui est décédé en mission pour son travail, laissant une veuve avec 3 enfants. Voilà, vous savez tout. Donc c'est un prénom avec un A et mon grand-père avait un prénom avec un A. Donc j'aime beaucoup ce prénom. Je remercie encore mon amie Violetta. Je vous fais de gros bisous. On va se dire namasté, tous ces insectes qui me collent. Soyons heureux, aimons-nous, vivants ou même pas vivants, puisque de toute façon on est vivant éternellement, et soyons heureux et en toute bienveillance. Soyez bienveillants avec vous-même, bienveillants avec les autres, vous le savez, je vous le répète souvent. Bye bye mes amis d'ici ou d'ailleurs, à très vite.